On va continuer de voyager, on va dire, dans un monde un peu parallèle avec Dassault Systèmes. Alors Dassault, c'est une marque que vous connaissez sûrement tous. Dassault Systèmes, peut-être un peu moins. Et vous allez comprendre par la présentation de Monsieur Frédéric Vacher, directeur de l'innovation de Dassault Systèmes, comment on peut modéliser des cycles de vie, des histoires, des conceptions de produits et un peu mieux pénétrer cette marque qui nous entoure au quotidien, on va dire. C'est à vous, Frédéric. Pour démarrer cette session, je vais vous proposer un petit peu de philosophie après cette vue prospective et finalement référer au dernier livre de Michel Serres, qui a un nom assez à propos par rapport à ce congrès, qui s'appelle IE. Et la rencontre que l'on a eue avec Michel Serres était passionnante dans sa façon d'aborder la vision. Tous, en tant que voyants ou malvoyants, nous avons une certaine perception des choses. Mais son point, c'est surtout de dire que les choses nous voient aussi d'un autre œil. Et je vous invite à lire son livre qui est assez intéressant. Baisser un petit peu le son. Ce qui nous a amené à collaborer avec lui sur un projet de simulation de vision animale. Puisque oui, les animaux nous regardent, nous voient, et évidemment, ils ne nous voient pas avec le même œil. Et en tant que société scientifique, nous avons travaillé avec des vétérinaires spécialisés dans la vision animale pour, place Vendôme à Paris, en 3D temps réel, être capable de voir dans la peau d'un certain nombre d'animaux. Le chien, le chat, l'abeille. Et finalement, c'est un projet éducatif qui s'est trouvé être un projet extrêmement médiatisé en 2013, puisque finalement, beaucoup de gens ont des animaux domestiques chez eux, sans jamais savoir ce qu'ils voient. Et c'est un moyen de mieux l'appréhender, de mieux le comprendre. De comprendre les difficultés finalement du chien face à une voiture, puisqu'évidemment sa colorimétrie, son angle de vision sont différents. Et finalement de comprendre que l'homme aussi voit de manière différente. On est tous spatialement localisés à une place différente et on vit tous l'événement actuel d'un œil différent. Je vous invite à le découvrir à l'espace d'exposition. C'est un projet gratuit qui est en ligne. Donc il suffit d'un PC connecté sur Internet et vous pourrez vous mettre vous aussi dans la peau d'un chat ou d'un chien. Pour en revenir sur Dassault Systèmes et pourquoi nous sommes présents ici, Dassault Systèmes, nous sommes connus pour la conception assistée par ordinateur. Nous sommes numéro 1 mondial de la 3D. Et notre objectif, c'est de fournir aux industries, mais aussi aux personnes, des expériences 3D pour pouvoir harmoniser le produit, la nature et la vie. Cette mission est un peu nouvelle puisque historiquement notre mission a toujours été de permettre aux industriels de concevoir et d'innover dans leurs produits. Il y a 30 ans, Dassault Systèmes était une start-up. Le pari de cette start-up, c'était la conception en 3D. Je vous rappelle, à l'époque, les gens travaillaient sur une planche à dessin ou en 2D. On commençait par une pièce, en bas à gauche, puis une maquette numérique complète. Donc vous avez ici un Boeing 777, qui est l'avion qui a été pour la première fois complètement numérisé et assemblé numériquement. Dans les années 2000, vous voyez une série de voitures de la marque Toyota qui était un grand client partenaire pour passer une nouvelle étape qui était non seulement la pièce mais le produit, mais l'ensemble du cycle de vie du produit incluant ses procédés de fabrication. Numérisé de A à Z. Et maintenant, nous sommes dans la phase 3D expérience qui va permettre de répondre à cette mission qui est finalement de mettre le produit dans son contexte, dans la vie. Une voiture est conduite par un homme sur une route dans une ville. Ce sont les enjeux de Dassault Systèmes dans les 20 prochaines années. En ce qui concerne l'industrie des sciences de la vie, donc on couvre à peu près 12 industries. Donc vous nous connaissez dans les avions, 100% des avions sont conçus, simulés, produits numériquement avec nos systèmes, que ce soit civil ou militaire. En ce qui concerne l'automobile, c'est à peu près 8 voitures sur 10. Mais ça va jusqu'à la bouteille de shampoing, la table, la chaise, etc. Même les produits financiers, les produits bancaires maintenant sont numérisés. Dans les sciences de la vie, comme vous le voyez, il y a 4 grands axes. Dans l'espace hospitalier, où maintenant la problématique c'est de vous faire vivre une expérience pour vous déstresser. Un enfant a toujours du mal à rentrer dans un IRM, même nous en tant qu'adultes. Donc la problématique c'est de vous mettre à l'aise. Et donc cette industrie de l'équipement médical est en train d'évoluer vers ça, vers le soin aux patients, vers la recherche, mais aussi à la maison. Et pour cela, notre stratégie, elle est suivant 3 axes. Bien sûr, le patient est au centre. Puis,
le marché des équipements médicaux, medical device, et le marché de la biotech et de la pharma. Démarrons par la pharma. C'est une industrie qui, il y a encore 5-6 ans, travaillait de manière très analogique, avec une feuille Excel ou des papiers. Et la problématique, c'était de répliquer ce que l'on a fait avec succès dans l'industrie à ce marché du médicament et de finalement leur permettre, avec une plateforme logicielle, d'innover dans le cycle de vie du médicament de A à Z, c'est-à-dire de l'idée et donc de la modélisation et de la simulation jusqu'à la production, que ce soit des protéines, des molécules, et ce, de manière collaborative. Et donc c'est un projet de recherche qui a été initié il y a 6 ans, un projet européen qui s'appelle BioPLM, avec un certain nombre de grands acteurs de l'industrie pharmaceutique, et qui a donné lieu aux premières livraisons des produits logiciels qui, nous le pensons, va transformer cette industrie. En ce qui concerne les équipements médicaux, la plupart des grands acteurs du domaine sont nos clients, Philips, GE, HP, ils fabriquent des équipements médicaux. Vous le voyez ici avec un défibrillateur en bas à gauche. Et finalement, la problématique, c'est pareil, c'est de leur permettre, avec une plateforme numérique, d'innover vers les équipements médicaux de demain, de la modélisation et la simulation jusqu'à l'expérience. Et vous voyez en haut à droite une expérience qui est aussi gratuite, qui est en ligne, qui s'appelle Staying Alive. Vous pouvez y aller sur stayingalive.fr, qui finalement s'adresse au grand public. Pourquoi? Pour vous expliquer quoi faire en cas d'arrêt cardiaque. Et on va vous former dans un univers 3D. On va vous expliquer comment faire le massage cardiaque, comment utiliser un défibrillateur. Et donc on passe de la conception du produit vers l'usage du produit. On passe d'une activité business to business, professionnelle, vers une activité qui s'étend vers le consommateur final, qui est l'utilisateur. Et vous avez au départ une image du cœur. Je voudrais faire une analogie par rapport à nos problématiques aujourd'hui, puisque cette image de cœur est le premier projet de simulation numérique d'un organe qui a eu lieu l'an dernier avec un consortium américain que l'on a mis en place, avec Harvard et le MIT, et qui a conduit à la modélisation et la simulation exacte d'un cœur. Vous pourrez aussi le voir dans l'espace d'exposition sur cette tablette immersive Z-Space. On commence par le cœur, mais on pourrait le faire sur l'ensemble des organes. La problématique, c'est que, à partir du moment où j'ai le modèle numérique, je vais pouvoir du coup pratiquer un certain nombre de simulations et donc d'optimiser les interfaces entre le cœur et les équipements dont j'ai besoin pour, par exemple, défibriller, ou pour faire un pontage cardiaque, ou pour insérer un implant. Et donc, comme dans l'industrie, où l'ensemble des tests sont numériques, vous voyez les nouveaux avions qui décollent, vous ne vous posez pas la question, premier décollage, est-ce qu'il va décoller? Tout le monde est sûr à 100% que le nouvel avion va décoller. Pourquoi? Parce que tout cela a été simulé maintes et maintes fois dans des univers virtuels. Et la problématique, finalement, dans l'univers des sciences de la vie, c'est d'améliorer la qualité en pratiquant ce genre de simulation dans des espaces virtuels pour une meilleure innovation produit, pour les produits de demain et surtout pour une meilleure formation des utilisateurs de ces produits. C'est beaucoup plus simple quand je dois faire une opération de pratiquer sur un patient virtuel, de me tromper sur un patient virtuel, j'en verrai les conséquences, et quand je serai devant le vrai patient, je serai le mieux formé possible. J'en réfère à Léonard de Vinci, qui finalement en 1508 a inventé le principe de la lentille. Malheureusement, il n'avait pas les technologies pour la mettre en œuvre. Mais dans le domaine de l'appareillage, on est déjà très présent à travers nos clients. Donc vous ne voyez pas Dassault Systèmes directement, mais vous voyez les différentes marques de lunettes ou de verres, et Silor est un de nos clients, pour la conception numérique des formes de ces équipements. Et cette conception, comme vous le voyez à gauche, elle est aujourd'hui massive, et donc on est sur des procédés d'injection plastique, donc vous voyez des moules, où l'équipementier va faire un certain nombre de designs de paires de lunettes, probablement une centaine. Ensuite, il va faire à peu près 50 ou 40 prototypes pour finalement retenir une dizaine de paires de lunettes que vous verrez dans vos magasins. Vous allez pouvoir acheter. Il y a une grande tendance, qui est une tendance
qui n'est pas technologiquement récente, puisque l'impression 3D existe depuis une trentaine d'années, mais qui est de plus en plus abordable et qui va permettre de changer un petit peu la façon à laquelle vous abordez le produit. Vous voyez sur la droite une paire de lunettes imprimées en 3D qui a été imaginée par un jeune designer. Alors déjà, vous voyez que la forme de la lunette est complètement nouvelle. Elle ne serait pas fabricable en plastique, puisque indémoulable. C'est une espèce de treillis de structure qui ne serait pas fabricable autrement. Mais surtout, l'intérêt, c'est que puisque je fais de l'impression 3D, de la fabrication additive, je n'ai pas à concevoir des moules. Donc je ne suis pas obligé de me lancer dans une grande série. Chaque pièce peut être différente. On peut travailler sur la personnalisation. Donc dans la lunette, ça veut dire quoi? Je peux scanner votre tête, les points caractéristiques de votre tête pour avoir une lunette la plus morphologiquement agréable à porter. Donc ça, c'est plutôt pour l'aspect mode. Mais on a déjà un client qui utilise ces procédés pour les lentilles, ce qu'on appelle la personnalisation. Nos cornées sont toutes différentes. Ce n'est pas une demi-sphère. Et donc là, l'enjeu, avec une machine Zeiss, qui est du reste un de nos clients d'un point de vue équipementier, récupérer l'image médicale en haut à gauche, en tracer les sections en bas à gauche, pour ensuite, sur les images bleues du milieu, reconstruire en 3D la forme de votre cornée, pour ensuite venir automatiquement y générer la forme de la lentille. Une lentille qui, de fait, sera exactement à la forme de votre cornée. Et donc, par une fabrication laser, sera produite à façon. Donc, c'est déjà en production pour des usages très importants. Les mondes virtuels, au-delà du produit, comme je l'ai dit, vont vers l'expérience. Ici, vous êtes dans notre salle de réalité virtuelle, sur notre campus à Meudon. Et donc, avec ce genre d'expérience, on peut vous faire visiter un appartement et vous emmener dans des simulations de tout type. L'industrie a tendance à simuler le design d'une nouvelle voiture, bien avant que la voiture soit construite et mise sur le marché. Et on anticipe, dans cette salle de réalité virtuelle, sur tout un tas de nouveaux usages, dans d'autres domaines d'activité. Et ici, on va vous mettre dans la peau d'un patient qui a des défaillances visuelles. Et donc, avec la simulation, faire voir à un bienvoyant ce que vit la personne qui a une DMLA ou qui a une déficience visuelle. Et de fait, pour toutes les professions qui gravitent autour de ce secteur d'activité, les décorateurs d'intérieur, les ergonomes, en comprenant la problématique du patient, on va pouvoir aménager correctement les choses. Et de fait, les problématiques d'éblouissement, les problématiques de contraste, les problématiques de mobilité peuvent être simulées et donc mieux comprises par les intervenants. Et finalement, ce projet de recherche va se traduire pour vous, grand public. Nous mettons en place depuis un petit moment une plateforme qui s'appelle Home by Me, qui vous permet en ligne, gratuitement, très simplement, de faire votre appartement, votre maison. Et donc je vous passe, puisque ce n'est pas la problématique aujourd'hui, toutes les phases de conception, mais vous êtes assisté pour imaginer votre intérieur. Et comme vous le voyez sur cette petite vidéo, on peut d'ores et déjà faire tout un tas de simulations de la lumière par rapport à l'ensoleillement, en fonction des ouvertures de fenêtres, en fonction de l'orientation de votre appartement. Et ça, c'est disponible, c'est gratuit, Home by Me. Et donc, maintenant, on est capable, grâce à l'environnement informatique, de mettre à disposition du grand public des offres très très simples, gratuites, pour tout un tas de nouveaux usages, comme le projet immobilier. Et donc, vous imaginez bien le lien avec ces projets de recherche et cette plateforme. Et on travaille avec l'Institut de la Vision pour réfléchir comment mettre à disposition ces simulations dans cette plateforme d'aménagement intérieur qui est vraiment à disposition du grand public. Donc le grand public au centre des simulations. Vous avez sûrement beaucoup parlé, on en a parlé un petit peu ce matin, des objets intelligents, des objets connectés, Internet of Things. Ils sont simplement l'évolution des produits de nos clients. Comme je l'ai rappelé, avec notre présence mondiale, on a une vue à 360 degrés sur l'industrie mondiale. Et donc finalement, quand il y a 30 ans, nous avions des produits très mécaniques, puis des produits mécatroniques avec de l'électronique embarquée, puis des produits avec du code embarqué dans des composants. Maintenant, on a des produits qui sont non seulement avec du code embarqué, mais qui sont connectés et donc qui sont, entre guillemets, intelligents.
Beaucoup de startups, notamment les Français, sont très bons dans ce domaine, mais l'ensemble de l'industrie prend le virage pour imaginer les produits de demain. Et finalement, la conséquence, c'est que les usages et votre relation face aux produits sont différentes. Quand je me pèse avec une balance Withings qui me permet de tweeter mon poids, je ne me pèse pas. Je prends soin de moi. Et si j'ai un problème de poids, d'obésité, et que je fais 120 kilos, et qu'à la première pesée, j'accepte de partager mon poids avec ma communauté, je serai dans une logique Weight Watcher d'encouragement, puisque évidemment, la première fois que je pèse mon poids, 120 kilos, c'est pas terrible. Si 15 jours après, je me repèse 119,5 kg, j'aurai tout l'encouragement de ma communauté qui va me dire « Fred, c'est super, continue ». Et donc, finalement, l'usage relatif à cette balance est transformé. Le tensiomètre, c'est pareil. Une centaine d'euros, je prends ma tension. Je peux connecter mes résultats avec mon médecin. Je fais de la surveillance. Et finalement, ces objets intelligents, mais ils transforment l'ensemble des objets. Et les nouveaux objets sont à venir. Et finalement, par rapport à la problématique de malvoyance, j'imagine très bien, à très court terme, qu'on va avoir des lunettes intelligentes qui permettront de vérifier sa vue. Plutôt que d'aller une fois tous les 2-3 ans chez l'ophtalmo. C'est de plus en plus compliqué de prendre des rendez-vous. Il y a toujours des problématiques économiques. Là, je vais pouvoir faire de la surveillance, ma vue évoluant régulièrement. Ça peut être des scénarios intéressants. Pour la mobilité, au-delà d'aller vers l'exosquelette qui pourrait me transporter tout seul, on peut déjà imaginer des objets intelligents à base de caméras 3D qui permettent de reconstruire en temps réel le paysage qui est devant vous et vous guider. Donc ce sont des usages qui vont arriver indubitablement. Et finalement, ces expériences 3D, elles sont mises à disposition des professionnels, des chercheurs, du grand public, à travers des devices en fonction du contexte. On n'a pas forcément besoin d'un centre de réalité virtuelle systématiquement. On aura besoin uniquement quand on a des problématiques d'échelle pour une immersion totale. Et donc nos expériences 3D, elles se diffusent à travers le simple smartphone, une tablette, un PC, une table immersive, des télé 3D, des casques à réalité virtuelle augmentée ou des centres de réalité virtuelle. Et finalement, la question de ces lunettes augmentées, de ces casques augmentés, c'est qu'est-ce qu'on veut en faire, qu'est-ce qu'on met dedans? C'est l'usage. J'ai très longtemps essayé des lunettes de ski augmentées avant que les Google Glass arrivent. C'était assez simple de comprendre que pour le grand public, l'usage n'était pas évident, très intrusif. Quand vous regardez les informations, vous ne regardez pas devant vous, donc s'il y a une bosse, vous tombez. Et donc, en fonction des usages, on va utiliser un device plutôt qu'un autre. Et effectivement, pour des scénarios, soit des scénarios professionnels, soit des scénarios de dysfonctionnement, ces outils sont très intéressants. La lunette de Microsoft, HoloLens, intègre des caméras 3D. Ça veut dire que le scénario de reconstruction automatique quand je marche est déjà là. On ne parle pas dans 10 ans. Donc, pour résumer, avec les expériences 3D, vous pouvez imaginer des mondes numériques en 3D qui vont vous permettre de modéliser, de simuler la vie réelle pour mieux la comprendre, pour mieux l'améliorer et pour mieux l'expérimenter. Et finalement, avec la 3D, vous pouvez même voir ce qui n'est pas visible, même pour un voyant. On a fait des expériences, vous avez vu la simulation animale, hein, on ne peut pas voir dans les yeux d'un chat, théoriquement. On a fait des expériences sur la naissance pour voir dans le corps de la femme ce qui se passe pendant la naissance. Et donc, avec les mondes virtuels, vous pouvez voir ce qui n'est pas visible, vous pouvez vous mettre dans la peau du patient, vous pouvez personnaliser et finalement apporter des traitements et des décisions de traitement à chacun, de manière complètement personnelle. Je vous remercie de votre attention.